moi, je ne vais pas lancer d'accusation. Non, 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 après c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat que la gauche ivoirienne est victime d'un complot. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'adresser la parole l'un à l'autre. Ce complot a l'avantage de qui? Du parti au pouvoir? Bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est en pièces détachées, est en pièces désordonnées. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un prisme qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah oui. Il y en a, ils ont dit même le salaire sur les réseaux. Ah oui. Ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, l'acteur épouse de président Gbagbo. Oui, c'est sa maman qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair. Je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel pour employer l'expression qui a le mot dans le code. Exactement. Monsieur, le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Je prends mon temps. Je suis en train de bâtir un parti. Je ne suis pas dans la politique de buzz. Je me projette. Et j'étais clair. Pendant des années, son silence a été interprété de 1000 façons. Aujourd'hui, l'ancien ministre décide enfin d'expliquer sa position, de répondre à ses critiques et de dévoiler les raisons de ses choix. Ce qu'il révèle pourrait bien changer la manière dont beaucoup perçoivent cette affaire. Reste jusqu'à la fin, chaque mot compte. De se confronter au chroniqueur de la bande pendant 90 minutes sans concession. Charles Goudé, président du COJEP, est notre invité. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans la bande. Je vous présente le président Jean-Paul Leroux, que vous connaissez très bien. Bonsoir, président. Bonsoir, Khalil. Jean-Yves Doué, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Mais attends, il y a deux présidents. On va d'abord commencer avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien savoir quel est votre regard sur la situation politique actuelle au lendemain de la présidentielle et de la législative. Bien, merci, mais avant moi, je voulais féliciter la bande. Je me suis mis autour là, en présence des nôtres. Quand je dis des nôtres, c'est des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens qui se sont organisés pour décrypter l'actualité de notre continent. Avant, on avait affaire à des gens qui viennent faire une semaine à l'hôtel Ivoire à Abidjan, ou à Brazza, ou à Lomé, et puis après on les appelle les spécialistes de notre continent. Vous avez décomplexé tout cela, et je voudrais vous féliciter. Merci je suis l'un de ceux qui, chaque jour, quand il peut, à l'antenne, vous suit. Merci beaucoup, président. Cela dit, pour répondre à votre question, mon regard sur la situation politique en Côte d'Ivoire, souvent moi j'ai mal. J'ai mal quand je vois des anciens présidents ghanéens se réunir autour du président en exercice pour un dîner annuel, pour parler de leur république, échanger les expériences, les partager. Quand je vois au Bénin, une passation entre un président sortant et un président élu, au Sénégal aussi, et dans bien d'autres pays. Dans mon pays, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, quand un président est élu ou prend le pouvoir, soit l'autre en prison ou il est en exil. Pourquoi? Et c'est là mon regard. Nous peinons à nous doter d'un organe qui organise les élections en toute transparence. Un organe autour duquel tout le monde est d'accord. Mon pays est donc devenu, par la force des choses et de l'histoire, et je n'invente rien, un pays à risque électoral. Chaque fois qu'on approche une élection majeure, l'élection présidentielle, au lieu de s'organiser pour une participation massive, vous verrez que chaque Ivoirien se prépare à franchir la frontière. Si ça n'a pas eu lieu, alléluia. Tout récemment, en 2025, vous verrez qu'à quelques jours de l'élection présidentielle, les supermarchés étaient envahis. Les gens faisaient leurs provisions. Comme si une guerre allait s'abattre sur nous. Pourquoi? C'est parce qu'on n'allait pas s'attendre autour de l'élection. Soit elle est mal organisée, soit elle est contextée. Et donc, voilà ce regard-là. Et c'est ce que moi je veux, parce que je veux qu'on puisse un jour aller à des élections en Côte d'Ivoire de manière pacifique, qu'il y ait une passation de charges entre un président élu et un président sortant. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est le seul regard? Tout part de là. Personne, aucun investisseur sérieux n'aimerait injecter son argent dans un environnement à haut risque électoral. Là où il y a la déstabilisation, là où il n'y a pas de stabilité, celui qui investit, il se projette. Je rêve qu'un jour, mon pays puisse se doter d'un organe électoral bien crédible, que les élections aient lieu et que celui qui gagne dirige et celui qui n'a pas gagné soit l'opposant qui critique et propose et qu'on s'éloigne des injures. Merci. En 2025, il n'y a pas eu d'alternance en Côte d'Ivoire. Quand vous avez lancé une coalition pour l'alternance pacifique, c'est bien ça à Cap-Si. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu du recul, quel bilan tirez-vous de cette initiative?
Vous savez, on n'obtient pas l'alternance juste à souhait. J'aimerais qu'il y ait l'alternance. Je souhaiterais, ça ne se limite pas à ça. Il faut se donner les moyens de l'alternance. Est-ce qu'on partage un projet? Est-ce qu'on partage une vision? Est-ce que nous tous, on est d'accord qu'au-delà de nos égos, qu'au-delà de nos ambitions personnelles, sommes toutes légitimes? On est à même de dire non, écoutez, le peuple nous attend quelque part. Attend un changement, attend une alternance. Parce que l'avantage de l'alternance, c'est que celui-même qui dirige est obligé de faire attention aux actes pendant qu'il dirige, aux décisions pendant qu'il dirige, aux décrets pendant qu'il dirige, aux lois pendant qu'il dirige. Parce qu'il sait que deux mandats après, il tombe de l'autre côté de la frontière. Il devient un citoyen à qui la loi aussi, qu'il a voté, peut s'appliquer. Mais quand on est convaincu, quand on est sûr d'une éternité au pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'alternance, on fait tout et n'importe quoi. C'est pourquoi l'alternance, au-delà des individus, elle est importante. Malheureusement, nous, on n'a pas pu l'obtenir parce qu'on ne voulait pas. Chacun est venu dans une coalition avec son agenda personnel. Et moi, je pense que c'est tout cela qu'il faut changer. Alors, Cap Côte d'Ivoire, on a essayé, mais on n'a pas pu. On a essayé, on n'a pas pu, il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. On essaie, on échoue, on tire les leçons. Et puis la prochaine fois, on peut recommencer, on peut faire autre chose. Jean-Paul Leroux. D'abord, un petit message à Ben Luther qui est en duplex, qui nous a rejoint. Mets-toi dans une position, parce que là, il y a un contre-jour pour la qualité de l'image. On ne voit pas bien ton visage. Voilà. Vous êtes réalisateur, président aussi. Oui, quelquefois, bon, si c'est important. Charles Blé Goudé. Dans d'autres circonstances, c'est connu, hein, nos proximités fait qu'on se donne du tu. Mais aujourd'hui, pour l'exercice dans lequel nous allons nous engager, je vais vous donner du vous et du monsieur, tout en faisant un effort pour ne pas trahir notre amitié. C'est vrai, vous êtes rentré après une séquence carcérale difficile, mais je ne dirais pas triomphale, puisque vous êtes sorti de la CPI après près de 6 ans de procès, vous êtes sorti acquitté, c'est-à-dire reconnu innocent. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a le patron, ou l'un des patrons du parti au pouvoir, le RHDP, M. Cissé Bakongo, lors d'une conférence de presse, a dit clairement, sans embâche, il n'est pas passé par 4 chemins. Charles Blé Goudé est avec nous, au propre, comme au figuré. Au propre là, ça veut dire que je suis sur le territoire national. Vous êtes sur le territoire national. Excusez-moi, je t'écarte. Et au figuré, peut-être que vous êtes le RHDP. Les Ivoiriens, suite à cela, on a vu une de vos communications pour répondre à M. Cissé Bakongo. Mais entre-temps, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, comme on dit chez nous, on ne vous sent pas. De toute façon, on vous a senti en 2010, 2009, 2008, 2007, je viendrai jusqu'à 2002. Aujourd'hui, là, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment avec le nous, là? C'est RHDP, c'est avec la Côte d'Ivoire, Qu'est-ce que... Dites-nous, dites-nous aux Ivoiriens. Ok, merci Jean-Paul. Pour notre proximité, je pense. Au-delà des polémiques, cette interview soulève une question essentielle. Faut-il toujours faire du bruit pour défendre ses convictions, ou existe-t-il d'autres stratégies que l'opinion publique ne voit pas? Écoute attentivement ces explications avant de te faire ton propre avis. Parce qu'on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, on a fait la cité universitaire de Yopougon ensemble, on a galéré, on est amis. Bon, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. Voilà. La question que vous posez, moi j'entends souvent sur les réseaux, mais on est habitué à ça maintenant. M. Cissé Bakongo a dit que M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Moi-même, je l'avais retenu au début, mais je suis intervenu là-dessus. Je demandais qu'est-ce que ça veut dire. Vous me demandez à moi qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi ça va vous demander? Je ne suis pas l'auteur de la phrase. Demandez-lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? M. Charles Blé Goudé est avec vous au sens figuré comme au sens propre. Il est à Abidjan. On le voit toujours. En tant que journaliste, vous pouvez faire une investigation et puis aller le voir, lui demander. Votre phrase continue de faire polémique. Que vouliez-vous dire au juste? Il vous répondra. Maintenant, il faut le reconnaître, cela a donné l'occasion à mes adversaires de me traiter d'un RHDP. C'est un parti politique. Quoi qu'il soit au pouvoir, c'est un parti politique. Moi aussi, je suis leader d'un autre parti politique. Mais il faut situer la réaction de Cissé Bakongo dans un contexte. Il était à une conférence de presse où un journaliste lui a demandé. Guillaume Soro déclare qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais le RHDP lui pose une condition. D'abord, de prendre sa carte de militant avant de rentrer. C'est en ce moment qu'il dit, même Blé Goudé est ici avec nous, au sens propre comme au sens figuré. Pourtant,
Il a son COGEP. Allez chercher cette phrase. Pourquoi vous le mettez? Pourquoi vous chantez cette phrase? Il faut l'ajouter. Pourtant, il a son COGEP. Moi, je suis dans aucune coalition avec le parti au pouvoir, dans aucune alliance avec le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, s'il y a aujourd'hui un leader politique qui souffre des décisions injustes contre lui, c'est moi, Charles Blé Goudé. Et je vous donne l'exemple. C'est des faits. On va laisser le commentaire, il paraît que. Nous sommes d'abord 4 pro-Gbagbo. Avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo lui-même, Simon Yves Gbagbo, le général Dougoblé et moi-même. Pour des raisons qui leur sont propres, c'est le président Gbagbo et moi qui avons été devant la Cour pénale internationale. Conséquence de notre acquittement, Simon Gbagbo et Dougoblé ne sont plus conduits à la CPI. Parce que le mandat était là. Mais la thèse du procureur était que nous 4, nous étions dans un plan commun. Dès l'instant où le plan commun s'est écoulé comme un château de cartes, il n'y a plus besoin de les faire venir. Mais l'intérêt de mon propos, c'est que quand on nous acquitte à la CPI, en Côte d'Ivoire, on est condamné à 20 ans. Après, le régime d'Abidjan va gracier le président Gbagbo de 20 ans, va gracier le général Dougoblé de 20 ans, dégeler leurs comptes, amnistier l'ancien première dame Simone Yves Gbagbo, dégeler ses comptes. Moi, Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié, compte encore gelé, ni éligible, ni électeur. Et c'est moi qui serai en code de connivence avec le pouvoir. Tous les autres, les Koné Katina et autres, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont réintégrés à la fonction publique. Leurs épouses réintégrées à la fonction publique. Moi, ma femme est aujourd'hui femme de maison. Elle est devenue femme de ménage à la maison. Titulaire d'une maîtrise en droit. Titulaire d'un 2SS en affaires internationales, obtenu à l'école des hautes études de Paris. Elle travaille au port d'Abidjan. Elle a été jetée à la porte comme une malpropre. Sans droit. Elle est à la maison. Elle et moi, on élève les porcs et les poulies. À Petit Bondoukou. Pendant que eux, leurs épouses ont été reprises à la fonction publique dans un régime qui ne reconnaissent pas. Soyons logiques. Je sais qu'on peut ne pas m'aimer, mais je n'écris pas. Je ne parle pas de tout cela. Parce que je ne suis pas un vendeur de désespoir. Je ne suis pas un pleurnichard. On me reproche même cela. Mais pourquoi il ne parle pas? C'est un mourant. Donc, comme il n'en parle pas, alors il est de connivence avec le pouvoir. C'est comme quelqu'un vient chez vous, il vous dévalise. On dit, mais pourquoi vous n'avez pas bien fermé votre porte? C'est pourquoi on vous a volé. Je parle donc de tout cela. Mais mieux, je le dis pire, un passeport qu'on obtient en 3 jours en Côte d'Ivoire, ou pour ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils obtiennent en 1 mois. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi avant de l'avoir. On ne traite pas un ami comme ça. Donc, ce n'est pas de moi qu'on parle. Si j'étais militant du RHDP ou de connivence avec le RHDP, je l'aurais assumé. Mais il y a des pro-Gbagbo, des anciens pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui avec le régime d'Abidjan. Et ils assument fièrement. Et les gens ne leur jettent pas des pierres. Il y en a qui ont signé des partenariats avec le RHDP. Ils sont en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas le cas. Mes adversaires me cherchent toujours noises. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais dans ce cas, pourquoi depuis tout ce temps vous êtes resté puis vous avez adopté une posture, je dirais, assez passive. C'est-à-dire tout ce qui se passe, on a l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Blé Goudé ne veut pas en parler. Parce qu'il estime peut-être que ce sont des affaires qui sont un peu, je dirais, critiques. Donc en parlant de ces affaires-là, peut-être l'appareil judiciaire pourrait potentiellement s'abattre sur Charles Blé Goudé. Donc il n'en parle pas. Parce qu'on a vu que par exemple, on a Jean-François Kouassi, qui est lui aussi un acteur politique, qui a eu une condamnation, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une certaine prise de position. On a Saleh Timoko, pareillement aujourd'hui, qui connaît des déboires judiciaires, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine prise de position. Par contre, Charles Blé Goudé, on ne l'entend pas. Ça, c'est un. De deux, sur ce plateau-là, on avait... On peut commencer de un d'abord. Oui, déjà rapidement. De deux, sur ce plateau, on avait... Docteur et Saraka qui était ici, et on a parlé de votre condamnation, et on a un de nos camarades chroniqueur, Maître Kakou, qui avait dit vous pouvez demander une réexamination genre du procès, parce qu'il a été fait par contumace et tout. Il avait donné la solution pour que votre condamnation puisse être levée. Docteur Saraka a dit effectivement c'est une bonne, je vais dire, c'est une bonne piste. Voilà, donc ça sera corrigé, on pourra voir, mais jusqu'aujourd'hui on n'a plus entendu parler de ça. Donc lorsqu'on regarde ces 2 éléments là, il est légitime aussi que les gens se disent que quelque part on se dit que Charles Blé Goudé est peut-être avec eux. Donc que répondez-vous à ces deux questions là? D'accord. D'abord, vos suppositions sont vos suppositions. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est que les gens, ils font des suppositions. Ils transforment leurs suppositions en vérité. Et leur vérité en loi que tout le monde devrait suivre. Et peut-être que, vous allez me juger, moi, sur peut-être que. C'est sur ça que moi, vous allez me juger. Je vous rafraîchis la mémoire. Je suis Charles Blé Goudé.
En 2005, l'ONU me condamne, me sanctionne. Et quelle est cette sanction? Interdiction internationale de voyage dans le monde entier. L'Organisation nationale l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que je suis blacklisté de 2005 jusqu'en 2017, pendant près de 12 ans. Vous m'avez vu pleurnicher. Ou bien parce que je n'avais pas pleurniché, j'étais avec l'ONU. Deuxièmement, je suis interdit bancaire dans le monde entier. Décision prise par l'ONU. Vous m'avez vu pleurnicher. Ou bien à cette époque, parce que je ne pleurnichais pas, j'étais de connivence avec l'ONU. L'ONU envoyait des agents jusqu'à ma maison d'édition. Quand je sortais le livre, mon œuvre, Côte d'Ivoire, ma part de vérité. Les grandes Ils sont juste là. déclarations provoquent toujours des réactions, mais c'est à chacun d'analyser les faits avec recul. Dis-nous en commentaire ce que tu retiens de cette intervention et ce que tu penses de ces explications. Abonne-toi pour suivre d'autres analyses et interviews qui font l'actualité en Côte d'Ivoire. Mon éditeur, pour éviter les publicités, était donc un organe de presse en Côte d'Ivoire, gouvernemental. On leur dit, vous n'allez pas éditer ce livre. Parce que si vous éditez ce livre, il va le vendre, il va gagner de l'argent. J'ai dû faire une déclaration pour dire, je vais écrire le livre, il va être vendu, mais les retombées financières, je vais les donner à des jeunes de la rue. Est-ce qu'à cette époque, parce que je ne pleurais pas, parce que je ne criais pas, on pouvait m'accuser d'être de connivence avec l'ONU? Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Deuxièmement, laissez le jeune Jean-François Cossi faire sa carrière. Ne l'opposez pas à des gens comme